Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 pour votre émission du LGF, le Grand Forum, au quotidien sur votre radio du lundi au vendredi. J'espère que vous allez tous bien en ce mercredi 9 novembre. Avec moi, elle est à l'heure, arrivée, elle, la secrétaire médicale Sonia Mebrek. Bonjour ma Sonia. Bonjour Comment ça va? Bonjour Nadège, bonjour les auditeurs, auditrices. Et ça va très bien. Tu seras rejoint dans quelques instants, normalement. À quelle heure? Je ne sais pas. Par Farid Temsamani, l'enseignant dans l'intelligence économique, qui sera avec toi à tes côtés, ainsi que Mam, qui lui est bloqué dans les transports. Apparemment, les métros, ça commence à déconner déjà. Hein. Donc voilà, ce soir, prévoyez un peu de temps. Alors, jeudi noir demain. Ça promet, oui. Toutes les lignes seront pour la plupart fermées en heure creuse. Quelques lignes resteront ouvertes en heure de pointe. Seules les lignes 1 et 14, c'est normal, elles sont automatiques, fonctionneront normalement. RER A et B également touchés par la grève avec en moyenne un train sur 3. La ligne C et D, trafic quasi normal. Pour le reste, les bus également impactés, très largement impactés, ainsi que les tramways. Ça va être très compliqué demain. Je pense que le mieux, c'est la journée de télétravail, pour ceux qui en ont la possibilité. Et puis pour nous, ça sera un mode best-of demain. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. On est en direct et avec vous dans cette émission. Tout à l'heure, Mam, la belle histoire du jour, qui nous fera, j'en suis sûr, une belle chronique de fin d'émission. Comme il en a l'habitude, bien sûr. Le quiz à ne pas louper tout à l'heure. La belle histoire des génériques consacrée à Tom Sawyer. Je suis sûr que Sonia était fan de Tom Sawyer. C'est ce que j'ai adoré. Moi aussi. La battle, la question que l'on vous pose, à laquelle vous pouvez d'ores et déjà répondre, et depuis hier soir d'ailleurs sur Twitter, le Grand Forum FM2. La question est la suivante. Darmanin s'est exprimé sur les chiffres. Il nous a apporté des chiffres concernant l'immigration et la délinquance. Du coup, cette question, y a-t-il un lien entre immigration et délinquance? Seuls 22% disent oui. Sur Twitter, vous continuez de voter, on en débattra dans une battle tout à l'heure. Artiste, elle sera avec nous dans quelques minutes, je vous en dis plus. Et on va parler bien sûr aussi des déserts médicaux. 15 millions, écoutez bien, 15 millions de personnes n'ont pas accès à un médecin généraliste régulièrement. C'est ce qu'on apprend dans une étude révélée hier par UFC Que Choisir. La bombe à retardement, on en parlera et ça tombe bien que Sonia tu sois là aujourd'hui, tu vas pouvoir nous en dire davantage. Et puis dans le fait du jour, on parlera des midterms, les élections américaines, les élections mi-mandat. C'est pas vraiment la chute annoncée pour Biden, bien qu'il perde quand même, mais vous allez voir que les républicains ne peuvent pas non plus se targuer d'une immense victoire. On y reviendra avec encore des résultats qui restent partiels. L'artiste que nous recevrons tout à l'heure, elle est chanteuse, auteure et compositrice, productrice également, et ainsi qu'actrice, parce qu'elle a joué dans un film. Elle est jeune, elle a 34 ans, elle s'appelle Nawel Benkrayem, et elle viendra nous présenter son nouveau titre qui s'appelle Shtah. Nawel Benkrayem, vous allez voir, c'est une artiste vraiment très particulière, un peu limite déjantée, que nous recevrons tout à l'heure, en tout cas en écoutant, en parcourant ses titres et sa carrière bien remplie. Elle a rencontré pas mal de gens, elle a fait la première partie de Zebda, notamment Natacha Atlas. Elle a été recommandée par Pascal Obispo, donc c'est pas une amatrice que nous recevrons tout à l'heure. Nawel Benkrayem, j'ai l'immense plaisir de la recevoir tout à l'heure dans le LGF à partir de 17h. Elle est née en Tunisie, elle y a grandi et elle est venue en France à partir de 16 ans. À ne pas louper donc tout à l'heure. Bienvenue dans le Grand Forum, présenté par Christophe Fro. Le Grand Forum. Évidemment, chers amis auditrices, auditeurs, vous pouvez nous appeler pour vous exprimer à tout moment dans cette émission. Le 01 40 33 9000, c'est le numéro de téléphone pour nous rejoindre ici à la radio. Alors, quelques événements en guise de clin d'œil aujourd'hui, ma chère Sonia. Oui. C'est le décès d'un président de la République un 9 novembre 1970. Il a été le père de la 5e République. Bien entendu, le général de Gaulle s'en est allé le 9 novembre 1970. Français, le général de Gaulle est mort. La France est veuve. En 1940, de Gaulle a sauvé l'honneur. En 1944, il nous a conduits à la libération et à la victoire. En 1958,
Il nous a épargné la guerre civile. Il a donné à la France actuelle ses institutions, son indépendance, sa place dans le monde. En cette heure de deuil pour la patrie, inclinons-nous devant la douleur de Madame de Gaulle, de ses enfants, de ses petits-enfants. Mesurons les devoirs que nous impose la reconnaissance. Promettons à la France de n'être pas indigne des leçons qui nous ont été dispensées. Et que, dans l'âme nationale, De Gaulle vive éternellement. Allocution très officielle, évidemment, de la mort du général de Gaulle. La France était en deuil, donc ce 9 novembre 1970. Ça a été quand même un président qui aura marqué son histoire et un général qui aura su se retirer en consultant les Français via un référendum, on s'en souvient. Il s'en est allé donc le 9 novembre 70. Quelque chose à dire sur le général de Gaulle, Sonia ? Non, c'est un homme qui a marqué l'histoire, je suis d'accord avec toi. Et c'est bien qu'on lui rende hommage, c'est très très bien d'ailleurs, oui. Alors, pas toujours de manière glorieuse, il faut le dire. Oui, c'est vrai, il y a eu un passé, il faut le dire. Notamment avec l'Algérie, tout ça à a fait, été compliqué. Tout à fait. Voilà, donc voilà ce qu'on peut dire. Alors, il y a eu un autre événement le 9 novembre. Celui-ci, c'est un événement qui a marqué l'histoire, on peut le dire, qui a marqué la planète en 1989. C'était des images absolument ahurissantes que l'on voyait dans toutes les télés. La chute du mur de Berlin. Une dépêche datée de 21h34 faisait état de ce que des gardes frontières est-allemands commençaient d'ouvrir des brèches dans le mur de Berlin pour y aménager des points de passage supplémentaires. Depuis hier soir, 19h09 en tout cas, heure de la première ouverture du mur de Berlin, une centaine de milliers d'Est-Allemands se sont précipités à l'ouest où ils n'avaient pas pu mettre les pieds depuis 28 ans. Très vite, les services de visa mis en place ce matin ont été débordés et chacun passe librement. Inimaginable aussi la retransmission pratiquement en direct de tous ces événements à la télévision est-allemande. Des images bouleversantes, sans aucun précédent, et que sans aucun précédent non plus, les télévisions du monde entier ont pu filmer librement. Hélène Riesecher et Ambroise Perrin sont sur place à Berlin. Ils ont vécu pour nous cette folle nuit d'ivresse. À 5h moins le quart ce matin, premier coup de pioche sur le mur de Berlin. Des dizaines d'Allemands, Est et Ouest, sont montés sur le monument historique. La zone interdite est aux mains de la jeunesse allemande. Chacun leur tour, ils prennent la pioche, cassent un morceau du mur qu'ils gardent dans leur poche en souvenir. Le cadenas est cassé et les portes s'ouvrent. Vers 23h la nuit dernière, des milliers d'Allemands de l'Est ont forcé les frontières qui séparaient l'Est et l'Ouest. Les gardes frontières n'interviennent pas. En théorie, les services de police de RDA devaient vérifier les papiers de cette foule. Très vite débordés, ils renoncent. Certains Allemands de l'Est, incrédules devant cette liberté accordée si brutalement, hésitent plusieurs minutes avant d'oser franchir la frontière. Et là, sur le pont de Bornholmer, 28 ans après, les deux côtés se retrouvent. À pied, en vélo, en voiture Trabant, ceux de l'Est entrent à l'Ouest. Leur liberté est totale, on offre du champagne et du coca. Et pendant ce temps, des Allemands de l'Ouest passent à leur tour, sans visa à Berlin-Est, juste pour vérifier que c'est bien possible. Jusqu'à présent, les Allemands de l'Ouest, en effet, devaient attendre un visa de 48 heures à 6 semaines. Incroyable événement planétaire, Sonia, on s'en souvient, moi je m'en souviens, franchement. Même si qui a marqué l'histoire et qui a été vraiment une libération pour tout le monde, je pense, du moins pour ce peuple qui attendait que ça, et ça a marqué l'histoire, oui, et c'était très bien. Ouais. La chute du mur de Berlin, donc le 9 novembre 1989, c'était vraiment des images assez impressionnantes que l'on voyait ainsi sur les différentes télés du monde. On va terminer ces clins d'œil par un clin d'œil musical. Tu as connu le groupe Zouk Machine ? Oui. Et sa chanteuse Joëlle Ursule, qui est née en Guadeloupe. C'est son anniversaire aujourd'hui. Elle est née en 1960 et on peut dire que Joëlle Ursule s'est fait remarquer avec ce titre. De couleur de peau.
Joëlle Ursule, voilà, bon anniversaire à elle, née à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe en 1960, bon anniversaire à elle. Et c'est vrai que j'ai une nette préférence, moi, quand j'écoute une chanson, d'écouter une version live. Sonia, je sais pas pour toi, mais Oui. c'est là qu'on reconnaît les vrais chanteurs. Et Hein. puis on entend vraiment les paroles qu'elle dit, parce qu'elle a un sens cette chanson. Hein. Ouais. Quand on l'écoute, elle a vraiment un sens. Voilà, elle parle quand même de ses origines, de sa couleur, de tout ça. Donc elle est bien exprimée sa chanson, elle est tout en douceur et elle a un sens, elle veut dire des choses et elle fait passer un message à travers ça. Absolument, et c'est l'un de ses plus gros succès à Joëlle Ursule, en tant que carrière solo, bien sûr, parce qu'elle était Oui, connue, elle était dans révélée un groupe. par le groupe Zouk Tout Machine. à fait. À l'époque, bien sûr. Allez, dans un instant, un petit tour par les mi-thèmes des élections mi-mandat aux États-Unis. Ça se dispute toujours d'ailleurs au Sénat où les républicains et les démocrates sont au coude à coude. Pour l'heure, on attendait une nette victoire des républicains. Ils ont gagné la Chambre des représentants, mais pas d'une nette victoire comme on le pressentait. Les démocrates s'en sortent plutôt bien. Si on compare un petit peu les élections mi-mandat, par exemple de Clinton ou encore de Obama, ce fut beaucoup plus compliqué à l'époque. Pour Biden, écoutez, on peut dire qu'il s'en sort plutôt pas mal. Dans un instant, restez avec nous dans le LGF pour intervenir à n'importe quel moment dans cette émission. 01 40 33 9000, c'est le numéro de téléphone évidemment pour nous rejoindre, hein, celui qui vous permet d'arriver jusque nous et de vous exprimer, de venir... Voilà, nous dire ce que vous avez à nous dire avec Sonia ici présent avec vous pour l'heure. On attend toujours notre ami Farid Temsamani et puis on parlera évidemment d'un sujet que tu connais évidemment. Oui, bien sûr, Ah, c'est le désert, Le désert, les oui. déserts médicaux. tout à fait. Une bombe à retardement, puisqu'on apprend donc dans cette étude de EFC que choisir, révélée hier, qu'il y aurait à peu près 15 millions de personnes qui n'auraient pas accès à des soins, Tout à fait. ce qui est terrible. Ouais. Voilà. Ouais. On y reviendra et tu pourras peut-être nous en Oui, dire. tout à fait, m'exprimer par rapport à ça, oui, bien sûr. Voilà. Allez, restez avec nous dans un instant sur France Maghreb 2. Donc, les élections américaines, on en parle avec les premiers résultats. Pour beaucoup encore partiels, on fera notre analyse. Ne bougez pas, à tout de suite. Restez avec nous. Le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le grand forum. Consacré à ce dessin animé qui est, je le rappelle, l'adaptation du Que roman Nadège de ne connaît Mark pas, hein. Twain. Tu connais pas Tom Sawyer? Bah Elle n'a non. pas connu, elle Elle est a pas jeune, connu. Nadège. Sawyer, Elle est jeune encore. Ouais. Voilà. Tu connais pas Nadège? De nom. De nom? De Ah, nom. quand même. Non, mais ça, On a un débat avec Nadège. Si un auditeur peut nous renseigner sur TikTok, on est payé sur le nombre de vues ou le nombre de j'aime? Moi, je dis vues. Elle me dit j'aime. Bon, ok. Quoi? C'est les deux. Non, c'est pas les deux, c'est les vues. Voilà. J'aime bien quand tu t'inclines comme ça, Nadège. 01 40 33 9000, notre ami Tam Samani n'est toujours pas là. L'artiste que nous recevons tout à l'heure, on le rappelle, c'est une chanteuse, une auteure, une compositrice, une actrice, une productrice. Nawel Belkrayem. Tiens, un petit poème de Nawel Belkrayem. Paris-Tunis. Ça pourrait être Mam qui a écrit cette chanson, hein. Oui, c'est vraiment dans le texte. Ouais, c'est beau. On n'a pas C'est collaboré avec Non. Jean-Michel Jarre là parce que ça fait très oxygène. Alors, mais c'est très impressionnant parce que je pense qu'elle est un peu déjantée en fait, Nawel Belkrayem. Donc quand tu écoutes ses titres, c'est vraiment très particulier. Vraiment, c'est un univers, voilà, bien à elle pour le coup. Et c'est vraiment très sympa. On va découvrir un petit peu ce personnage. Pour l'heure, on va revenir à l'actualité, au fait du jour. Et ce sont les républicains qui regagnent du terrain au Congrès américain sans pour autant rafler la mise. Hein. C'est l'enseignement un peu qu'on peut tirer des résultats toujours partiels des élections de mi-mandat aux États-Unis, ce qui est à peu près certain, c'est que Joe Biden, les démocrates n'ont plus la majorité à la Chambre des représentants, ça c'est sûr. C'est ce qui se dessine en tout cas de plus en plus clairement, même si les démocrates ont bien résisté, il faut le dire, dans de nombreuses courses qui étaient serrées, dans lesquelles la dynamique était ces derniers jours plutôt républicain. Il n'y a pas de grande vague rouge anti-Biden, rien à voir avec les débâcles démocrates lors des midterms sous Clinton ou Obama. L'état-major républicain est d'ailleurs longtemps resté silencieux avant finalement de revendiquer la victoire à la Chambre des représentants vers 2h du matin cette nuit. Écoutez.
Il est clair que nous allons reprendre la Chambre des représentants. Laissez-moi vous dire, il est tard, mais quand vous vous réveillerez, nous serons dans la majorité et Nancy Pelosi sera dans l'opposition. Alors, pour cette victoire, en tout cas, semble plus que probable, mais à l'heure actuelle, aucun média américain n'a validé cette déclaration de victoire républicaine. Du côté du Sénat, les démocrates l'emportent par exemple en Pennsylvanie. Tout va donc se jouer en Géorgie, dans le Nevada, en Arizona. C'est extrêmement serré dans ces 3 États. La nuit est donc pour l'instant assez décevante. Trump, des victoires et des défaites aussi pour ses poulains, et des défaites quand même assez considérables. On peut dire qu'à l'heure où nous parlons, ils sont au coude à coude pour le Sénat, entre républicains et démocrates. Et pourtant, Sonia, on donnait la victoire quasi certaine des républicains. Alors oui, ils ont la Chambre des représentants, mais c'est pas une victoire aussi nette qu'attendue. Oui, mais je pense que ça va se jouer là. Je pense que les gens ont besoin de changement aussi, je pense. Et que les choses, voilà. Après, moi, les États-Unis, c'est pas trop non plus quelque chose que je suis vraiment. Oui. Donc, je suis un petit peu aussi... Les élections mi-mandat, ça ne t'intéresse pas, Sonia ? Honnêtement, aux États-Unis, pas vraiment. Pour être honnête avec vous, non. Bon, Mam, t'as un peu suivi ou pas ? Ouais. Et pourtant, c'est quand même une partie de l'avenir du monde qui se joue un petit peu au travers de ces élections. C'est vrai. Donc on est nécessairement en droit de s'y intéresser. Mm-hmm. Après, c'est vrai qu'on n'a pas toujours la spécialisation. Ouais. Le mode de scrutin est assez différent par rapport au système de la France. Et puis, nous sommes dans une période d'incertitude dans le monde, avec ces dangers, la guerre en Ukraine, et une guerre larvée, comme on n'en a jamais vu depuis quelques années, entre les républicains et les démocrates, au point que les républicains, déjà, on l'a vu à l'élection de Joe Biden, cette invasion du camp républicain, je ne sais plus si c'était où, au Capitole, pour revendiquer la victoire. Donald Trump qui revient sur le devant de la scène en ayant participé justement pleinement au meeting avant mi-terme. Donc il y joue aussi sa crédibilité vue d'une éventuelle annonce la semaine prochaine. Absolument, d'une éventuelle annonce la semaine prochaine d'une candidature de nouveau. Et s'il y arrive, Donald Trump serait le premier président des États-Unis à avoir été élu, battu et de nouveau élu. Moi, j'y crois pas trop quand même. Alors, il y a quand même son principal concurrent chez les Républicains qui a largement gagné sa victoire, là, pour le coup. Et ce qui va être un petit peu compliqué, il va peut-être un peu lui compliquer les choses à Donald Trump. On verra cela en tout cas. Méziane est avec nous, 01 40 33 9000. Salut Méziane. Allô ? Oui, Méziane, bonjour. Ouais, c'est Christophe. La basse, bonjour. La basse, comme là, oui. Ouais, c'est Christophe. Qu'est-ce qui t'arrive, Méziane ? T'as mangé un peu trop de crocodile ? C'est la grippe, il faut se faire vacciner. Ouais. T'as mangé trop de zélabia, toi. Bonjour, attends, l'intervenante dont j'ai pas retenu le nom. Sonia, elle s'appelle. Sonia Mebrek. Bonjour, Sonia. Bonjour, Méziane. Une voix très sympathique, agréable. Merci beaucoup. Calme-toi, Méziane, calme-toi. Et moi, je pue. Non, je suis sincère. C'est gentil. Puis, le monsieur aussi, Mam. C'est Mam. Qui a dit marche ou grève. Félicitations. Ah, merci. Bravo pour ton humour. Maintenant, moi, je voudrais faire une observation, voire une remarque à la radio. Et à toi, Christophe. Le bureau des doléances, c'est pas aujourd'hui. C'est le chef du plateau. Ouais, mais je te dis que le bureau des plaintes, c'est fermé, là. Mais bon, vas-y, Non, c'est pas une plainte. Non, c'est une observation, une remarque. Moi, je me plains jamais. Ouais. J'observe et je dis. Ouais. Je dis ce que je pense. On est mercredi. Je remarque que vous traitez beaucoup des sujets globaux de toute la planète. Et moi, j'aimerais, si c'est possible, qu'on puisse inviter de temps à autre des opposants de nos pays du Maghreb pour parler des politiques maghrébines de temps en temps, un minimum, à moins à 10%, voilà. Ouais, alors par exemple, si tu veux que j'invite un opposant, lequel par exemple ? N'importe que vous voulez, il y en a plein. Ouais. Parce qu'il se passe des choses en Algérie depuis 3 ans, 4 ans, même avant, mais on va dire un événement avec le Hirak. Il y a des gens qui sont en prison. Il est où le Hirak ? Et motus et bouche cousue. Et je trouve que c'est pas normal. Très bien, Méziane. Bah écoute, je crois que j'ai déjà invité quelques opposants, comme tu dis. Le problème, c'est que la qualité des opposants aujourd'hui, elle est assez médiocre, pardon de te le dire.
Eh ben, vous avez qu'à m'inviter, moi je viens. Ouais, bah écoute, pourquoi pas. Merci Voilà. mon Méziane pour Merci. la remarque. Au revoir. Salut à toi, 01 40 33 9000 pour nous appeler. Donc les élections mi-mandat américaines. D'ailleurs, je salue Méziane, oui. parce que Méziane, je crois, il peut d'ailleurs nous rappeler, d'ailleurs... Non, ça va aller, non. Je rigole. Je crois que c'est lui qui est d'ailleurs d'obédience... Enfin, il est agnostique, de mémoire. Parce que j'ai l'impression que chaque année, il appelle... comment il s'appelle là, l'imam là, notre imam à nous là. Samir Abdeslam. Samir Abdeslam. Ouais. Pour poser des questions sur la religion. Ouais. Auquel Samir Abdeslam n'a pas de réponse. Ah, c'est fou. Il est très fort, Méziane. Donc je lui rends hommage. Bon, eh bien c'est fait en tout cas. Dans un instant, on va parler d'un sujet qui intéressera davantage Sonia Mebrek. Oui. Les déserts médicaux. 15 millions de personnes n'ont pas accès à un médecin généraliste ou auraient des difficultés. 15 millions, auraient des difficultés à avoir accès à un généraliste, un médecin généraliste. Mais il n'y a pas que les médecins généralistes qui sont mis dans le viseur dans ces déserts médicaux. Il y a aussi les gynécologues, il y a aussi les pédiatres et il y a aussi les ophtalmologues. C'est comme ça qu'on dit ? Ophtalmologue, oui, ouais, tout à ophtalmologue. Dans une étude qui avait paru hier de UFC Que Choisir, est-ce une bombe à retardement, ces déserts médicaux? On en reparle dans un instant, ne bougez pas. Jeff, sur France Maghreb 2, le grand forum tous les jours du lundi au vendredi, avec aujourd'hui Mam qui est avec nous et qui nous racontera la belle histoire des génériques, ou plutôt la belle histoire de Tom Sawyer tout à l'heure. La belle histoire du jour, marche ou grève, évidemment à la veille de ce jeudi noir annoncé, promis par la RATP. On a les prévisions de trafic d'ailleurs, Mam. Bon, bah, on va le dire simplement, dans le métro, ça marche. Non, là, en l'occurrence, ce qui m'a retardé, c'était une non, mais panne pas aujourd'hui, mais demain. de signalisation. Mais demain, ça va être véritablement la Bérésina complète. Ouais. Je pense que le télétravail sera la religion principale en France. Absolument. En tout cas, la religion professionnelle, du moins. Et du coup, c'est la première grosse grève, d'ailleurs, de ces derniers mois. De cette rentrée, même. Absolument. Et demain, donc, pour faire simple, en fait, tout sera fermé, à l'exception, pour un trafic normal, de lignes automatiques, à savoir les lignes 1 et 14. Pour le reste, c'est très compliqué. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, une carte de France alarmante qui montre l'ampleur des déserts médicaux sur notre territoire. L'UFC Que Choisir a dévoilé hier une étude qui met les chiffres concrets sur les difficultés d'accès à la médecine de ville pour de nombreux Français. L'association de consommateurs, donc l'UFC Que Choisir, s'intéresse à 4 catégories de médecins. Il s'agit des médecins généralistes, gynécologues, ophtalmos et pédiatres. Eh bien, selon l'UFC Que Choisir, un quart des femmes et un quart des enfants vivent dans un désert médical gynécologique et un désert médical pédiatrique. L'accès à un médecin généraliste est aussi très compliqué, et ce pour plus de 15 millions de Français, dit l'association. Alors, pour mener cette étude, le FC Que Choisir a croisé 2 critères: l'éloignement géographique des médecins, accessible à moins de 45 minutes de route, et les tarifs pratiqués. Eh bien, si l'on prend en compte uniquement les médecins pratiquant pas de dépassement d'honoraires, la pénurie de médecins croît de manière affolante. Dit l'UFC Que Choisir. Alors, pour tenter d'endiguer cette inégalité, l'association demande aux législateurs de ne plus permettre aux médecins de s'installer en zone surdotée, à l'exception des médecins pratiquant des tarifs de la sécurité sociale, et de supprimer les aides publiques aux médecins ne respectant pas le tarif de la sécurité sociale. Alors, 15 millions, ce chiffre est dramatique, Sonia. Oui. Toi qui es dans le milieu, secrétaire médical, et en particulier dans la gynécologie, je crois. Oui, tout à fait. Tu es donc directement concerné. Aujourd'hui, pour une femme, est-ce compliqué de trouver un gynécologue? Alors, dans les milieux hospitaliers, c'est moins compliqué, puisque la structure est plus importante et qu'on a beaucoup plus d'attachés, d'internes et tout ça. Donc, forcément, il y a beaucoup plus de possibilités d'avoir des rendez-vous. Je dirais pas rapidement, mais en tout cas, c'est plus facile qu'à l'extérieur, qu'en cabinet privé. Oui. Voilà. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, on assiste à un vrai désert médical. Alors, on pense souvent, et à tort, que ce problème touche principalement les gens qui habitent dans des endroits reculés, en campagne. Or, c'est faux. Même à Paris, en région parisienne, en banlieue, on observe en banlieue des déserts médicaux absolument incroyables, où pour trouver un médecin généraliste, ça devient compliqué. Oui. Quelqu'un qui part à la retraite, par exemple, pour trouver un nouveau médecin qui peut vous prendre, ça peut être parfois le parcours du combattant. Tout à fait, mais dans pratiquement toutes les villes en banlieue parisienne, dont moi je connais des infirmières avec que je côtoie, qui sont en cabinet en ville,
et qui travaille avec un médecin généraliste pour éviter que le médecin généraliste ait trop de demandes. Elle gère les urgences. C'est-à-dire qu'elle établit en contact avec le patient pour évaluer la gravité. Donc, c'est quand même triste d'être obligé de mandater des infirmières pour faire quand même le travail d'un médecin, en premier temps. Ouais. Alors... Donc, c'est ce qui va se mettre en route, je pense, un peu partout maintenant. C'est qu'on va être obligé de mobiliser certaines infirmières pour évaluer la gravité et pour pouvoir faire intervenir le médecin s'il y a besoin. Alors aujourd'hui, ce chiffre est donc alarmant, hein, 15 millions de personnes qui n'auraient pas accès à un médecin généraliste, ou en tout cas de manière, j'allais dire, assez simple. Aujourd'hui, ce problème se pose donc pour, en tout cas selon UFC Que Choisir, 4 catégories de médecins, pédiatres aussi, c'est important d'avoir un bon pédiatre. Oui. Mais on le ressent aussi dans les milieux hospitaliers, les pédiatres. Hein. Ouais. Moi, ce qui me concerne... Milieu hospitalier, je veux bien, mais pour avoir un rendez-vous en milieu hospitalier, tu le sais mieux que moi, Sonia, c'est très long. C'est très long pour un pédiatre, mais par contre, les urgences pédiatriques, on a aussi ressenti un manque de médecins aussi. Hein. Ouais. Et ce qui n'est pas normal. Et d'ailleurs, je crois savoir qu'en ce moment, il y a une épidémie de bronchiolite. Tout à fait, c'est la période. On arrive en saison. Les urgences pédiatriques jusqu'en mars, sont un normalement. Petit peu, oui, saturé par rapport à ça, oui. Mais est-ce une bombe à retardement, Sonia, que ce désert médical qu'on est en train d'évoquer là ? Je pense que ça dure depuis déjà quelques années quand même. Hein. Je pense que on a peut-être fermé les yeux, mais ça dure depuis quelques années. Donc le milieu de l'hôpital va est en très souffrance mal. Depuis un moment quand même. Hein. Ouais. Et le Covid n'a pas arrangé les choses. Et puis la situation par rapport aux soignants aussi qui ont dû quitter leur travail les infirmières aussi qu'on a un petit peu rejetées par rapport à cette histoire de vaccin n'a pas arrangé les choses non plus. J'aimerais bien avoir vos témoignages, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, au 01 40 33 9000, si vous aussi vous avez, par exemple, vous qui nous écoutez, je sais pas, en campagne, vers Dijon, Clermont-Ferrand, Reims, Metz, Orléans, Dijon, Clermont-Ferrand. Je sais que l'hôpital d'Orléans, par exemple, est fermé la nuit par manque de personnel, mais aussi en banlieue parisienne, si vous avez des difficultés à trouver certains médecins, appelez-nous pour nous faire part de votre réalité, j'ai envie de dire. 01 40 33 9000. Qui vois-je arriver dans les studios ? Quelqu'un qui est habitué au retard. Et ça fait plaisir. Et qui ne s'améliore pas. Hein. C'est pas comme le bon vin. Non, il est sorti de l'école, il est 16h40. Ouais, même pas, tu vois, je viens de sortir de table surtout. C'est encore pire, Farid. Exactement, j'ai pas d'excuses. Voilà. En tout cas, dis Alhamdoulilah. Voilà. Farid, on parle d'un sujet important qui est illustré par une étude révélée par UFC Que Choisir hier, où on apprend que 15 millions de personnes n'ont pas accès de manière aussi simple que prévu à un médecin généraliste. Et on prend les difficultés notamment selon 4 catégories de médecins différents, pédiatres, ophtalmo, médecins généralistes et gynécologues. Ça t'étonne ou pas cette étude, Farid ? Absolument pas, malheureusement absolument pas. On a tous de la famille ou des amis qui en sont directement touchés. Et très souvent, ce sont les plus précaires, les plus faibles qui sont touchés. Moi, j'ai la chance d'avoir une ophtalmo depuis très longtemps. Qui a largement dépassé l'âge de la retraite. Et en fait, ça fait déjà je vais vous dire une bêtise, ça vous fait presque 20 ans qu'elle ne prend plus de patients supplémentaires. Et de nouveaux patients, c'est ce qu'ils font tous d'ailleurs, oui, quand ils sont plus de 20 ans, donc c'est pas nouveau en fait. Oui, non, et en fait, cette crise-là, bon, elle a différentes... Il y a différentes raisons, mais il y a surtout la politique du numerus, si je ne dis pas de bêtises, clausus, qui a fait beaucoup de mal dans notre pays. Alors là, certainement d'autres avantages, mais en tout cas qui a limité l'arrivée sur le marché de professionnels de la santé, de médecins, etc. Et puis après, il y a aussi, je pense aussi, il y a une volonté... de vouloir en tirer un maximum de profit, entre guillemets, quand je dis profit, parce qu'on est dans le domaine de la santé. Donc du coup, vous avez de très bons médecins qui sont de moins en moins, ou quasiment absolument pas, dans les hôpitaux ou dans certaines zones. Je pense notamment dans les zones rurales. Moi qui ai la chance d'être parisien, quand on veut un spécialiste... Après ce que vient d'annoncer Anne Hidalgo, je sais pas si c'est une chance d'être parisien aujourd'hui, hein, d'être propriétaire à Paris. Ouais, mais d'un point de vue de la médecine, objectivement, si. Je vais donner un exemple. Les hôpitaux de Paris sont quand même très bien. Moi, tu parlais de pédiatre. Ouais. Je vais vous raconter une anecdote. Ouais. Le pédiatre de mon fils, on a dû passer un entretien. Un entretien ? Ah, d'accord. J'ai passé un entretien avec le pédiatre pour savoir s'il était prêt à nous accepter ou pas. Tout à fait. Pour vous dire... C'est quoi les critères ?
Ils d'évaluation. évaluent, je pense, Il veut savoir par rapport à la demande. si tu veux être fidèle, si vraiment t'es... non, mais c'est hallucinant. Et, alors, c'est grave, hein. C'est très grave. Pourquoi? Moi, je me dis, mais attends, il se prend pour... il se prend pour qui, etc. Pas du tout. Lui, il fait absolument pas... En fait, ils sont tellement... Les bons médecins qui ont, en vérité, qui ont une clientèle qui tourne direct, en fait, ils prennent plus personne. Et donc, du coup, quand tu insistes un peu, etc., il dit, écoutez, la seule chose que je peux faire, c'est que je vais d'abord vous recevoir, vous et votre enfant, et ensuite, on voit si je vous prends comme pédiatre, si vous me prenez comme pédiatre, etc. Moi, je te trouve ça hallucinant, parce que, bien sûr, c'est largement au-dessus des je sais pas s'il y a encore un minimum pour les consultations. C'est largement au-dessus de la consultation normale, si vous voulez. Oui. Mais il y a un avantage à tout ça, c'est que, pourquoi je dis ça? Un soir, on a dû se tourner vers les urgences, par exemple. Oui, les urgences pédiatriques. Les urgences pédiatriques, il n'y en a pas partout. Oui, il y en a à Necker, il y en a Robert à Necker, Debré, etc. Et il y en a pas partout. L'avantage quand vous avez des bons pédiatres, en fait, c'est qu'en fait, soit ils vous accueillent directement, même lorsqu'ils ne travaillent pas à leur cabinet, soit ils vous orientent vers des urgences spécifiques. Et vous avez, mais la difficulté, c'est que ceux qui n'ont pas les moyens, ceux qui ne sont pas dans ces zones-là, parce que nous, on est dans des zones urbaines très denses, où vous pouvez faire, je dis une bêtise, 5 km supplémentaires pour aller chez quelqu'un de très bon, il y a des gens qui ne peuvent pas se le permettre, tout simplement. Et c'est ça le malheur. Le malheur, c'est ça, c'est tous les spécialistes. Là, je parle de pédiatrie. Je parlais d'ophtalmologie tout à l'heure, mais souvenez-vous je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais pas si Christophe, tu te souviens, des Anglais qui venaient se faire soigner, notamment chez les dentistes français. Non, je m'en souviens pas. Non. Il y a quelques années, en fait, il y avait des quarts entiers d'Anglais qui prenaient des rendez-vous dans le nord de la France. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils subissaient ce que nous, on subit aujourd'hui, il y a déjà 10 ans, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a très peu de spécialistes, donc du coup, ils venaient en France pour se faire soigner. Bon, alors en tout cas, amusez-vous à prendre un rendez-vous sur Pour Doctolib. l'ophtalmo, juste une information, il y a l'hôpital Rothschild dans le 19e, où il y a un service d'ophtalmo qui est formidable, et vous avez des rendez-vous assez rapidement. Les 15-20 aussi. Oui, mais Rothschild, ils sont quand même assez... Mais les 15-20 la Fondation aussi, Rothschild, mais la Fondation Rothschild dans le 19e. Juste parce qu'en fait, on parle de sujets... Enfin, à part toi, Sonia, qui est vraiment dans le milieu, donc du coup, toi, tu le côtoies tous les jours. Mais pour la plupart de nos auditeurs ou même des Français, la médecine, c'est très souvent quand on est en difficulté. Ou quand on a quelqu'un... Non, je suis pas d'accord. Moi, la médecine et le médecin généraliste avaient un rôle, en tout cas il y a quelques années, très important. C'était un petit peu le confident de la famille, celui qui connaissait tout sur tout le monde. Aujourd'hui, on a perdu un peu ce sens. Et d'ailleurs, il faut déjà trouver un médecin généraliste, pouvoir le garder. Pouvoir en changer, ce qui est compliqué. On parlait d'ophtalmo par exemple. Amusez-vous à aller sur Doctolib pour essayer d'avoir un rendez-vous d'ophtalmo. Là, vous allez avoir 6 mois, 1 an. C'est une galère de fou. Mais il faut vous orienter vers les hôpitaux, tout simplement. Pourquoi? Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous. Avec aujourd'hui autour de cette table Sonia Mevrec, secrétaire médicale, avec Farid Samsamani, enseignant, et dans l'intelligence économique avec MAM, la belle histoire, qui est avec nous évidemment sur France Maghreb 2 pour parler aujourd'hui. Dans l'intelligence des mots. Oui, absolument. C'est pour me valoriser un petit peu. Ça va. L'intelligence des mots. Vous le verrez tout à l'heure, bien sûr. Vous pourrez en juger par vous-même. 01 40 33 9000, vous avez des difficultés avec vos médecins à en trouver en tout cas. On parle des déserts médicaux au travers d'une étude révélée par UFC Que Choisir hier, qui révèle quand même, ce chiffre est alarmant. 15 millions de Français n'ont pas accès, ou de manière assez simple, à un médecin généraliste. Dans cette étude, 4 catégories de médecins ont été scrutées à la loupe, à savoir les gynécologues. Je ne savais pas d'ailleurs chez les gynécologues qu'il y avait des problèmes aussi, ma chère Sonia. Mais alors, nous, à l'hôpital, on a... Non, ça va. À l'hôpital, on a vraiment... il n'y a pas que l'hôpital dans la vie, Sonia. Oui, non, mais moi, je te dis ce qui est vraiment dans le milieu où je travaille. Moi, je travaille en milieu hospitalier et nous, on n'a pas ce souci-là. Mais après, même dans les cliniques, les gynécos, il y en a... Je pense que tu parles plus des cabinets privés. Les gens qui sont à leur compte, forcément. Il y a beaucoup moins de... C'est sûr qu'il y en a beaucoup moins, mais après... Non, mais tu parles des gynécos? Oui, gynécos, oui. Il y a des zones où il n'y en a quasiment pas. Oui, mais... Je ne connais pas la statistique, mais un département comme la Seine-Saint-Denis, par exemple, au nombre de femmes sur le territoire, il y a très peu de gynécos. Oui, moi j'habite à Saint-Denis, et en ville, il n'y a pas de gynéco. Oui, mais il y a l'hôpital de La Roseraie, non?
où il y a des gynécologues, La Fontaine, voilà. Tiens, il y a Nawel qui est avec nous, qui va dire peut-être. Bonjour Nawel. Bonjour. Comment ça va? Ça va, La merci. gynécologie, là, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, j'ai une petite fille qui a 5 mois, donc Voilà. Et vous avez trouvé un gynécologue et un suivi? Non, à l'hôpital. À l'hôpital, on est d'accord. Ouais, il y en a pas en ville. L'hôpital, il y a quand même... Donc il n'y en a pas en ville. Donc il n'y en a pas en ville. C'est un problème. Et les pédiatres, ça va? Vous avez trouvé? Pas à Saint-Denis non plus. Ah, tu vois, problème. Ouais. Problème chez les pédiatres aussi. Saint-Denis, c'est un désert médical. Ouais. En fait, il y en a un pédiatre, mais il est surchargé. Ouais. Donc, Un pédiatre. Mais je pense que si c'est les choix, ouais. c'est aussi les choix des gynécologues de s'installer dans telle ville et telle ville. Je pense qu'il y en a qui n'ont peut-être pas envie de s'installer à Saint-Denis, qui veulent aller ailleurs. Non, mais je pense que c'est ça. Vrai, ouais. Le souci, il est là. Parce qu'il y a des médecins, il y en a. Non, moi je pense qu'il y a Oui. Bien sûr, Après, c'est des il y choix. a des gens qui préfèrent Nice parce qu'il fait beau plus souvent dans Il l'année. ne faut pas qu'à se voiler la Saint-Denis. face. Hein. Mais je pense que c'est une question de nombre. Si tu as suffisamment de gynécos ou de spécialistes formés qui sortent tous les ans de leurs études, forcément, il y en en a. réalité, tu as forcément des gens qui vont venir à Saint-Denis. Enfin, Saint-Denis ou ailleurs. Hein. Oui. Le numerus clausus. Bah oui, je pense. Oui. On l'a évoqué évidemment avec Farid. J'étais pas là. Le rôle du médecin, Farid, on en parlait quand même. Le rôle du médecin, moi je me souviens à l'époque de mes parents et de mes grands-parents, il était très important le rôle du médecin. Limite, on y allait pour. D'abord, ils connaissaient tout sur tout le monde, sur toute la famille en fait. C'était un peu le confident de la famille, le médecin en général. Aujourd'hui, on l'appelait le médecin de famille. Le médecin de famille à l'époque, c'est vrai, on disait pas. On l'appelle plus le médecin de famille. Hein. Non. C'est fini ça. Médecin traitant. Alors je suis peut-être un mauvais exemple, mais nous on a toujours la même relation avec notre médecin en fait. Ah ouais, vous avez de la Mais ça chance. fait combien d'années que tu es avec ton médecin? Celui-ci, ça fait 20. Ah, bah t'as la 25 ans, chance d'avoir 25 un médecin qui est resté autant de temps. Bon, 25 ans, j'ai dû en changer au moins 4 ou 5 fois. Oui. Hein. Non, et je vais te dire, il est à 15 km de chez moi. Ah oui. Et en fait, je fais 15 km quand il le faut, malheureusement. Alors, si tu as besoin de le voir pour une maladie, parce qu'aujourd'hui, c'est marrant, tu as une grippe ou tu as un petit virus, et tu regardes son Doctolib, si tu n'as pas de médecin, il te faut au minimum 3 semaines à mois pour avoir un rendez-vous. Bon, le problème, c'est que dans 3 semaines à mois, tu seras peut-être guéri ou voilà. Donc, ça, c'est sûr. C'est ça parce que je peux dire un truc sur la médecine. Ah oui, on est là pour ça. Ça veut dire qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne. Oui. Bien sûr, il y a des aspects physiques parfois très, très différents, mais il y a aussi des aspects purement matériels. Purement matériels. Vous savez que les gens aisés font très, très peu appel aux médecins. Ah bon? Ouais. Je ne veux pas faire mon complotiste gratuit, mais en Mhm. fait, les gens, regardez les pharmacies par exemple. Ouais. Les pharmacies, je peux t'en parler, ma soeur est pharmacienne, ma belle-sœur est pharmacienne. Les pharmacies qui font le plus de chiffre d'affaires en France, elles sont où? Dans les milieux populaires? Exactement. Ouais. Elles sont jamais dans le 16e arrondissement de Paris, pour caricaturer. Et en fait, pourquoi? Parce que les gens qui sont aisés ou qui j'allais dire intellectuellement, c'est pas le bon titre, mais qui socialement privilégiés, effectivement, merci. En réalité, en fait, ils ont accès parfois à d'autres types de médecine, ou en tout cas pas à celles que l'on entend généralement. Pas la médecine conventionnelle. C'est ça que tu veux dire? Oui, les ostéos, les homéopathes. Voilà, il y a plein. Alors, encore une fois, je suis pas spécialiste, il faut faire très attention parce que dedans, il y a des choses bien, moins bien à mon avis, mais beaucoup de choses de manière alternative en fait. Ils ne sont pas pris en charge. Tu veux dire. Moi, j'ai appris par exemple, pas plus tard que cet été, vous savez l'histoire du vaccin. Oui. En fait, la vaccination, sans revenir sur l'histoire du Covid, hein, c'est pas ça l'objet, hein, mais la vaccination, on est tous vaccinés, en tout cas ceux qui ont été à l'école en France, on a au moins 11 vaccins Bien sûr, depuis qu'on est né en France. En fait. Oui. Pour aller à l'école, c'est obligatoire. La difficulté, et j'ai appris qu'en fait, donc du coup, la vaccination, c'est ce qu'on appelle une politique sanitaire. C'est qu'en fait, un gouvernement, quel qu'il soit, en fait, estime un risque pour sa population. Et donc, dit qu'il faut vacciner ceci, il ne faut pas vacciner cela. Moi, j'ai mon fils, notre pédiatre, en fait, quand il a fait la batterie de vaccins, il m'a dit, voilà, vous avez tel vaccin qui est absolument pas obligatoire en France, mais que je vous invite à faire. Je dis, ah oui, c'est lequel? Il me dit, c'est la varicelle. C'est très con. Oui. Je sais pas, moi j'ai eu la varicelle quand j'étais petit. Voilà. Aux États-Unis, tout le monde est vacciné contre la varicelle, par exemple. Toi. Tu l'as pas encore eu? Non, j'ai jamais eu. Le vaccin de la vaccine. Pourquoi je donne cet exemple-là? C'est que aux États-Unis, par exemple, tout le monde est vacciné contre la varicelle. Ah oui? En France, ça n'est absolument pas obligatoire. Non pas que les gens n'ont pas la varicelle, c'est que les gouvernements successifs considèrent que c'est pas quelque chose de prioritaire. Par exemple. Ouais, c'est pas grave la varicelle non plus. Moi, je suis pour une fille, il vaut mieux avoir la varicelle
Parce que si tu l'as trop tard, par exemple à l'âge adulte, tu risques d'avoir des soucis. Par contre, pour avoir les enfants, tu vois, ça pose des problèmes. Oui. Donc il vaut mieux être en contact d'une personne qui a la varicelle maintenant et voilà, être tranquille. Là, je prends l'exemple de la varicelle. Mais en fait, vous avez d'autres exemples. L'histoire des vaccins. Vous savez que la vaccination, en fait, c'est une histoire d'immunité personnelle. Bien sûr. Et donc, du coup, parfois, tu es vacciné alors que tu n'en as pas besoin parce que ton corps, en fait, a déjà développé, en tout cas suffisamment d'anticorps pour tel ou tel domaine. Eh bien, vous savez que les gens qui sont privilégiés, avant de se faire vacciner pour ceci ou pour cela, ils font ce qu'on appelle des tests. Oui. Qui coûtent, malheureusement, relativement... pas cher, mais en tout cas, ça coûte un peu d'argent. C'est les tests comme pour les vaccins du Covid. Il y a des gens qui ont fait des tests pour ne pas être vaccinés parce qu'ils avaient suffisamment d'anticorps. Mais donc, du coup, tu as ça pour d'autres types de vaccins que le Covid. Et donc, tu vois, après... Bon, en tout cas, quelle est la solution, rapidement, Sonia, toi qui es dans le domaine, pour éradiquer ce phénomène de déserts médicaux? Écoute, moi, ce que je peux te dire, c'est que les médecins s'orientent aussi vers des... où ils gagnent plus d'avantages, forcément. Et tous les médecins... bien sûr, il ne faut pas se voiler la face. Ouais. Moi, je vois des cliniques privées où il y a toutes les spécialités, il n'y a aucun souci pour avoir un rendez-vous. Du jour au lendemain, tu es pris en charge en clinique. Et on n'a pas le même souci. Enfin, en hôpital, c'est un peu compliqué. Bonjour, hein. Oui, mais bon. Ouais. C'est l'avantage aussi, tu sais. Moi, j'ai un rendez-vous le lendemain, j'y vais, même si je paye un supplément. Alors, quand t'as pas le choix. L'hôpital, effectivement, très bon par moment. Enfin, il y a des très bons services. Alors moi, je pour avoir des rendez-vous, c'est compliqué. Voilà, mais moi, je suis pour les privilégiés, c'est ça que tu veux dire? Non, pas du tout. Si, tu peux le dire, Sonia. Écoute, c'est le seul passe-droit qu'on a, nous, en personnes qui travaillent dans les hôpitaux. C'est vrai d'avoir le privilège de se faire soigner, d'avoir des rendez-vous un peu plus rapidement. Ce qui est normal. Donc c'est ça l'avantage que nous avons. D'avoir un gynécologue, toi, c'est bon. Ça, moi, c'est bon, c'est réglé. Bon, figure-toi que le gynécologue qui m'a accouché, je travaille avec lui. Ah ouais? Oui. Ah ouais. Donc voilà. Ça doit être bizarre d'ailleurs. Ça doit être particulier comme ambiance. Écoute, non, ça va. Bon, d'accord, ok, très bien. En tout cas, je souhaitais qu'on en parle parce que cette étude est quand même assez hallucinante. Allez la lire. Hein. C'est une étude qui a été révélée hier par UFC Que Choisir et qui scrute 4 catégories de médecins, ophtalmo, vraiment terrible ophtalmo, pédiatre et médecin généraliste et gynécologue, donc voilà. Et 15 millions de personnes, c'est ce qu'il faut retenir, auraient beaucoup de mal à avoir accès à un médecin généraliste. 15 millions, c'est énorme. Merci Sonia pour cette anecdote. Oui, absolument. Pour l'heure, messieurs, dames, nous allons recevoir une artiste qui s'est fait remarquer déjà. On parlait de gynécologie, tout de suite elle est intervenue. Nawel Benkrayem qui est avec nous. Bonjour Nawel, bienvenue. Bien près du micro, moi Nawel. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, alhamdoulilah. Une jeune chanteuse, alors plusieurs casquettes pour Nawel, chanteuse, auteure, compositrice, productrice et même actrice. Tout à fait. Parce que tu as tourné dans un film. Plusieurs. Dans plusieurs films. C'est ça. Alors, sacrée carrière, 34 ans, jeune, grandi à Tunis, enfin en Tunisie. En Tunisie, je sais pas. Tunis, oui. Né en 1988. Donc un an avant la chute du mur de Berlin, c'est pas mal. Donc à 16 ans, tu débarques à Paris et tu commences traditionnellement par faire un petit peu la tournée des bars, c'est ça, pour se faire remarquer? Enfin, la tournée des endroits où on peut chanter? Oui, à l'époque, on se faisait plus remarquer comme ça que sur les réseaux sociaux. Ça a changé, hein. Ah, je suis jeune, mais il y a déjà entre deux époques. C'est fou, hein, ça passe vite, c'est vrai. Ouais, et du coup, c'était quand on avait comme ça une envie de s'exprimer, il y avait des bars avec des possibilités de faire des scènes, ce que font les gens maintenant sur YouTube. Alors, remarqué quand même par des gens intéressants, Pascal Obispo par exemple. Ouais, il a produit mon avant-dernier EP. D'accord. Et comment était cette rencontre avec Pascal Obispo? Ça dit déjà à quel point il est ouvert dans sa culture musicale, parce qu'il avait eu un coup de cœur sur une chanson en arabe. Et puis c'est quelqu'un qui écoute plein de choses différentes, c'est-à-dire qu'il n'a pas cherché après à me faire de la variété, mais c'est plus qu'il m'a donné un petit coup de pouce en m'ouvrant les portes de son studio, parce qu'il avait eu un petit coup de cœur sur ma voix. Et voilà, une voix particulière d'ailleurs. Hein. Il y a ce qu'on appelle en arabe la baha, c'est le petit voile sur la voix. Voilà. Ah, il faut l'enlever le voile, hein. Attention. On fait ce qu'on veut, c'est monsieur. pas très tendance, madame, attention. On est dans un pays laïque. C'est un choix. On est dans un pays laïque. C'est un autre débat, je dirais. Bien sûr. Je suis pas tout à fait d'accord. Alors, le groupe Cyrus, parle-nous-en.
Ah ouais, ça c'était c'était mon tout premier groupe. C'est parti d'un truc un peu amateur, d'un groupe de copains. On avait entre 18 et 22 ans et on était justement dans cette étape où on jouait dans les bars. Mais ça a été un peu le groupe qui m'a mis le pied à l'étrier parce que c'était donc pas en mon nom, c'était le nom de Cyrus, mais j'écrivais les textes, je co-composais avec cette équipe. En 4 langues. Ouais. C'était quoi les langues? En fait, c'était principalement arabe, français, anglais. Ouais. Et il y avait une chanson en hindi que j'avais... c'est-à-dire, pour le coup, c'était pas du tout une langue que je maîtrisais, mais que j'avais apprise et qui est dans l'album, quoi. Et vous avez obtenu d'ailleurs un prix? Ouais, à cette époque-là, voilà. Et ça, c'était vraiment le petit coup de pouce, quoi. C'était prix découverte RFI. Et en fait, c'est un joli prix. Et en fait, la finale, elle était à Alexandrie, en Égypte. En Égypte, ouais. Donc, j'avais 19 ans et ça m'a fait un vrai premier voyage professionnel pour la musique. Et ça m'a fait me rendre compte que, en fait, c'était un monde où c'était possible d'en vivre. Il était structuré avec des tourneurs, des managers, l'intermittence du spectacle, enfin, toutes ces notions un peu professionnelles que j'avais pas du tout quand j'ai poussé la porte des bars en commençant. Et tu es devenue grande en 2011, dans un contexte post-révolution. Je suis devenue grande, je sais pas, mais... En tout cas, ouais, à cette époque-là, 2011, c'était un moment où à la fois j'étais assez jeune et en même temps j'avais déjà commencé à me projeter dans le monde de la musique. Et donc du coup, quand il se passe un truc aussi fort dans un pays dans lequel on a grandi, donc c'était la révolution tunisienne, forcément ça stimule, ça inspire, on se dit que tout est possible, ouais. On se sent, voilà, c'est génial quand ça arrive à cet âge-là, en fait. Donc, on n'est pas désabusé, on est en plein dedans, on a envie de faire des choses. Donc, du coup, je suis retournée pas mal en Tunisie à cette époque-là. Et il y avait tout un truc qui se passait aussi au niveau de la scène artistique alternative, de la scène du monde associatif aussi en Tunisie. Donc, c'était un espèce de boulevard, en fait. Et puis, même en France, il y avait des médias super intéressants, dont après, je me suis rendu compte que c'était difficile, en fait, d'être mis en lumière par ces médias-là. Mais à l'époque, des jeunes artistes, comme il y avait un contexte intéressant en Tunisie, ils nous donnaient aussi la parole pour dire comment vous exprimez, qu'est-ce qui se passe. Et moi, je faisais des chansons un peu sur ça aussi. Donc, voilà. Tu es même d'ailleurs retourné en Tunisie pour participer à un groupe qui a été fondé... à l'époque, donc en 2012 je crois, un espèce de collectif d'artistes de la scène alternative. Oui, c'est la chanson. Oui, il y avait un Ntiesout, ouais. Il y a une chanson qui a beaucoup. C'est bien si je t'apprends des trucs sur ta vie, c'est bien. Non, si, c'est vrai. Non, c'est juste au début collectif. Je me demandais, mais oui, c'est vrai, c'est un collectif d'artistes. En tout cas, des artistes qui se sont réunis pour. On avait créé cette chanson-là, Ntiesout, et ça avait vraiment. Ntiesout, ça veut dire tuer la voix. Et c'était dans le sens aussi la voix pour aller voter. Parce qu'en fait, du coup, comme on sortait d'une dictature en Tunisie, c'était la première fois que tout le monde allait voter, en fait, en Tunisie. Donc, c'était un contexte fort. Et du coup, c'était l'idée d'encourager les gens à commencer à avoir une conscience politique. Enfin, c'est comme si du jour au lendemain, il fallait créer des partis, voter, décider d'un système. Motiver les gens. Ouais. Et quelques années après, là, en 2022, la situation en Tunisie, elle est dramatique. Ouais, c'est un peu la douche froide, quoi. Non, mais voilà, oui, ça fait plus de 10 ans maintenant. Ouais, c'est sûr que c'est plus la même euphorie. Hein, ça, c'est... Ouais. Après, maintenant, c'est comme partout. C'est partout, je pense. Voilà, il y a des années où c'est pourri, il y a des élections où on est hyper catastrophé et déçu de qui passe. Il y en a d'autres où on se dit, voilà, c'est le même jeu que d'habitude. Enfin, voilà, c'est beaucoup moins... exaltant que quand on a tout à refaire, en fait. Après, on se rend compte que c'est des jeux de pouvoir comme partout. Nawel, pour devenir une artiste reconnue, il faut faire des premières parties. Et forcément, t'en as fait quelques-unes, notamment de Natacha Atlas ou encore du groupe Zebda. Ouais, de Slimane aussi, beaucoup. De Slimane. Ouais. Et comment ça se passe quand on est un artiste comme ça, en devenir, et qu'on fait des premières parties l'accueil du public, parfois, il peut être dur, non ? Moi, j'ai toujours aimé, honnêtement, parce que tous les artistes que j'ai fait, c'était plutôt cohérent, donc c'était pas non plus... je sais pas, un artiste complètement hip-hop où les gens attendraient pas du tout de voir une chanteuse et qui se diraient oh là là, vite que le quart d'heure passe ou la demi-heure. En général, c'est des temps courts, entre 20 minutes, enfin en moyenne 20 minutes, mais ça peut durer jusqu'à 45 minutes. Mais en général, les gens, oui, ils attendent de voir leur star, mais ils sont plutôt contents de découvrir. Souvent, c'est quand même l'artiste principal qui a validé, voire proposé la première partie. Ouais. Donc, franchement, moi, je trouve que c'est plutôt des cadeaux. C'est quand même pas mal d'être validé par Zebda ou encore... Oui, même par Slimane. Oui, hyper gentil. Un chanteur hyper généreux. Non, franchement, je l'ai toujours bien vécu. Et puis, en général, si on fait la première partie, c'est qu'on est moins exposé que la personne pour qui on ouvre. Et donc, du coup, c'est juste un cadeau de se faire découvrir à un public plus large. Donc, je l'ai toujours pris comme ça, humblement, tranquille.
Et ça, c'est toujours super Alors, bien chose passé. que je ne savais pas te concernant, c'est que tu as été invité à participer à l'album de reprise collective des Méditerranéens porté par Julie Zenati. Voilà. Qui est sorti en mars 2017. Une très belle chanteuse en plus, Julie. C'était un projet où elle avait réuni. Oui, elle avait réuni pas mal de chanteuses. C'est comme ça que je l'avais rencontré. Et puis plusieurs chanteurs. Vous y avez chanté 4 chansons. C'est vrai. Noël. Tout ça, c'est vrai. Voilà. Et donc, voilà, vous avez également tourné, je disais, dans un film, dans plusieurs films. Quel a été le meilleur souvenir en tant qu'actrice ? Je pense que vous alliez parler de celui de Tony Gatliff. Notamment. Ouais, oui, lui, c'est un cinéaste très inspirant. Après, j'ai un peu travaillé avec Mehdi Benatia, qui a réalisé aussi mon dernier clip. Non, à chaque fois, je trouve que c'est super enrichissant parce que quand on est chanteur, on est très proactif, c'est-à-dire on écrit, on ramène la matière, on mobilise les gens. Enfin, c'est comme si on est moteur de l'énergie. Et quand on est acteur, on se laisse porter par la vision du réalisateur. Donc, c'est vraiment un autre poste, je trouve. C'est intéressant. Complémentaire. En parallèle plutôt de votre parcours, de ton parcours de chanteuse, tu multiplies les expériences en tant que comédienne en participant à des ateliers d'écriture avec des maisons d'arrêt, notamment à Fleury-Mérogis par exemple. Oui, ça c'est Fleury-Mérogis entre autres, mais je l'ai fait, c'est vrai, souvent, soit pour gagner ma vie, soit parce que ça m'intéressait, et même bénévolement, ça dépend. Mais c'est toute la partie transmission, atelier d'écriture ou de chant. Et ça, je l'ai fait souvent, oui, soit dans des contextes un peu difficiles, comme dans les prisons, les maisons d'arrêt. Beaucoup à Fleury, c'est vrai. Et sinon, je l'ai fait aussi dans d'autres contextes, dans des hôpitaux, justement. Ou alors pour des collèges ou pour des centres sociaux. Enfin, voilà. Ouais. Nawel, j'ai écouté c'est un album, hein ? Oui. Ouais. Ça s'appelle comment ? Le dernier, pour lequel je viens ? Ouais. Je chante en secret. Je chante en secret. Alors, j'écoute, il y a beaucoup de c'est quoi ? C'est des poèmes ? Ouais, c'est ça. En fait, j'ai sorti un recueil de poésie il y a un an qui était une nouvelle aventure et c'était super, en fait, parce que le monde du livre, c'est une autre façon de s'exprimer. Et la poésie, c'est encore une niche dans le monde de la littérature et ça a rencontré un public d'amateurs de poésie qui est comme une petite famille de gens intéressés à ça. Et du coup, ça m'a donné envie de faire cet album. Du coup, je multiplie encore les cases, en plus d'être entre le rock, la musique arabe et la chanson, d'être entre la poésie et la chanson. Est-ce que l'on peut dire de toi, sans être que tu es un peu une artiste déjantée, non ? Je sais pas, en tout cas... Non, mais dans le bon sens du terme, attention. Oui, en tout cas, pas trop facile à caser, ça, c'est sûr. Oui, voilà. C'est sûr que le style de Nawel Benkrayem, c'est quoi aujourd'hui, si on devait le définir ? C'est du Nawel. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il a, ton ventre ? Il sait. Mon ventre sait. Mon ventre a ses rangs. C'est beau. Franchement, c'est très beau. Merci. Ouais. Bon, en tout cas, tu fais comment pour être inspiré ? Oui, franchement. Hein. Nawel, Oui. tu vas où pour être inspiré, pour que tu puisses nous sortir des textes comme ça ? Non, justement, tu fumes quelle substance ? Non, mais dis-nous tout, on veut tout savoir, la France veut savoir, Sonia, Nawel. Non, je me déconnecte au contraire. Enfin, toute seule, quoi. Moi, si je peux juste dire quelque chose, vous avez un petit air dans votre musique, un peu de Zazie, dans le style. Ah ouais ? Oui, mais plus à la méditerranéenne, parce qu'il y a le côté un peu de vos origines, mais je trouve dans le style et tout, je trouve que c'est un peu ce style-là. Et c'est vrai, beaucoup. Ah bon, énormément. Énormément. Non mais vraiment. Hein. Alors, c'est un super compliment, hein, franchement, d'être comparé à Zazie. Voilà. Nawel, il y a une tournée ? Ouais, il y a une tournée. Où ? Un peu partout. Donne-nous des exemples, il faut que tu vendes ton truc un peu. Pardon, excuse-moi. Le 19 novembre, je serai en région parisienne, au Fort d'Aubervilliers. Le 25 novembre, je serai en Bretagne, à Saint-Herblain. Après, il faut suivre sur les réseaux sociaux. Bon courage, la Bretagne. Tout sera annoncé. Ouais. Bon, tout va bien en Bretagne. Ah, ça va en Bretagne. Oui, en il plus, pleut tout le temps, mais ça va. On respire le bon air. Et évidemment, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, Nawel ? Oui. Tu es sur Instagram ? Instagram, Facebook. Alors, Benkrayem, ça s'écrit B-E-N. Plus loin, K-R-A-I-E-M. Absolument. Non, mais je précise. Alors, il y a un titre, pourquoi aussi tu es là aujourd'hui. Ouais. C'est un titre que moi j'ai kiffé. Franchement, dès la première écoute. Et ça relate parfaitement ton style, Nawel. Alors c'est quoi pour vous c'est Nawel Benkrayem. Voilà, comme tu as dit, mélanger un petit peu de la musique traditionnelle, la pop, du rock, et tout est réuni dans ce titre qui s'appelle Shtah.
Ouais, le titre il s'appelle Eshtah. Et d'ailleurs, là, le sample qu'on entend au début, je l'ai enregistré au mariage d'une de mes cousines. Dédicace à Khouloud. Eh ben c'est sympa ça, on écoute. On écoute. Et on met le son à fond. On met le son à fond. Allez, c'est parti, c'est Nawel Belkrayem qui est sur France Maghreb 2 aujourd'hui. Sur scène, ça doit être un truc de fou ce morceau. Hein. Ouais, j'avoue, ça c'est un truc que j'aime bien faire sur scène. Ouais, ça envoie de l'énergie, c'est cool. Voilà, Eshtah, c'est Nawel Belkrayem. Alors, fallait oser quand même de mettre du bendir avec de la guitare électrique. Franchement, Ouais. pas mal. J'aime bien. Oui, après, franchement, par exemple, Rachida, où il y a plein de gens qui ont fait des belles fusions. Hein. Ouais. Bon. Ça me faisait penser. Farid, qu'est-ce que t'en penses? Honnêtement, dis-nous tout, dis la vérité. Bah, moi je kiffe, hein, tout ça. Ouais, t'aimes bien? Ouais. Non, bah c'est clair. Et ça me faisait penser à. Et bah, par Rachid, exemple, en voilà, fait. un concert que j'ai pas annoncé, parce que Ah, c'est bon. plus, je suis en guest dessus, je vais participer à un concert avec son groupe, l'armée mexicaine, de D'accord. Rachida, Allah yarhamou. Et le 18 novembre, donc on réunit son groupe et on est quelques chanteurs à venir chanter. D'accord. Alors, hommage. il y a un morceau sur lequel j'aimerais avoir des informations. En France, pour y dire. Ah, c'était un poème qui est dans mon recueil, qui est un hommage au poète et chanteur Igir. Ah, d'accord, donc c'était bien un hommage Ouais. pour y dire, d'accord. Ouais. Que tu as rencontré? Non, malheureusement, je ne l'ai pas rencontré, mais je trouve que c'est une figure très inspirante parce qu'à la fois très dans son monde et très ouvert au reste du monde. Et c'est assez bien fait d'ailleurs parce que vraiment la musique rappelle vraiment le répertoire ouais. du dire, hein, vraiment. En tout cas, tu salueras le guitariste, là, le beau solo de guitariste électrique là, Kouti, sur le avec plaisir. titre Eshtah. On peut acheter l'album partout? Il sort le 25 novembre. Et Ah, mais il n'est pas encore sorti. Non, mais il est disponible en précommande. Bah, moi je l'ai. Non, mais il est précommandable. Ah, sur partout, Amazon, la Fnac, les plateformes de streaming, il est en précommande partout. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Nawel? De continuer à m'amuser. Christophe, oui. on connaît à chaque fois qu'on a un artiste qui est sur les plateformes, surtout laisser des commentaires Ouais. sur Amazon. sur toutes les plateformes, parce que c'est très très important pour la vente. Exactement, laissez des commentaires et des beaux commentaires parce qu'elle le Exactement. mérite. C'est vraiment une artiste complète qu'on a eu l'occasion de recevoir aujourd'hui. Nawel, merci, bonne chance. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Le LGF sur France Maghreb 2, vraiment coup de cœur, hein, Nawel Belkrayem, donc allez-y, franchement, donnez un gros coup de pouce, on aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup, moi, je sais pas si... Ah oui, moi aussi, hein, j'aime beaucoup. Vous savez, quand j'aime, je le dis, quand j'aime pas, je le dis aussi, donc là, pour le coup, voilà, on aime bien. Et merci à Samia Chiki de nous avoir mis en relation. Voilà, donc Nawel Belkrayem à Que l'on surveiller. salue, bien sûr. Samia, que j'embrasse même. Voilà. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Bab? Non, je disais, ça fait longtemps, on la salue bien oui, fort. mais elle travaille dans l'ombre, Samia. Hein, oui. On connaît C'est bien pour ça Nantes qu'on l'aime. aussi, Samia, d'ailleurs. Allez, c'est parti pour la battle. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Je suis contre la peine de mort. Oui, il y a une fracture sociale forte. Travailler plus pour gagner plus. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Parce que c'est notre projet! Eh oui, toujours et encore l'immigration, rien que l'immigration et encore de l'immigration. Et on va écouter, si vous le voulez, pour lancer cette battle, le ministre de l'Intérieur, monsieur le ministre Gérald Darmanin, hier à l'Assemblée, qui évoquait cette immigration et qui faisait le compte des chiffres liés à la délinquance. Est-ce qu'il y a un lien entre délinquance et migration? C'est la question que l'on vous pose. On écoute, avant d'en parler, d'en débattre, le ministre de l'Intérieur hier à l'Assemblée nationale. À Paris et dans les métropoles les plus importantes, il y a effectivement 45 à 50% d'actes délictuels ou criminels commis par les étrangers, mais que la moyenne des actes criminels ou délictuels commis par les étrangers relève de 18%. Nous constatons une augmentation de plus de 300% des délinquants étrangers reconduits à la frontière, 3200 exactement depuis plus d'un an et demi. Et je veux dire avec vous que nous proposons dans le texte immigration un certain nombre de levées de protection subsidiaire qu'on aura l'occasion d'évoquer. Voilà, Gérald Darmanin pour illustrer et lancer cette battle. Du coup, cette question que je vous pose aujourd'hui sur Twitter, le grand forum FM2, à laquelle vous avez répondu. Et pour l'heure, vous êtes en minorité à dire oui, à savoir 22% à dire que oui, il y a un lien entre immigration et délinquance aujourd'hui. Est-ce que tu irais jusqu'à faire ce lien, mon cher Farid? C'est la question que je te pose et à laquelle je t'invite à y répondre tout de suite pour nous donner ton point de vue, bien entendu. Moi, je vais essayer d'être factuel. Ouais. On a eu un certain nombre de chiffres. Oui, malheureusement, il y a un lien qui est très fort.
Pour moi, par contre, il s'explique. Il s'explique comment la délinquance, ou en tout cas une bonne partie de la délinquance, est très souvent issue de la précarité, en fait. Et la précarité dont subissent la plupart des immigrés, des primo-arrivants notamment, elle est plus importante que quelqu'un qui est inséré dans la société depuis X générations. C'est aussi simple que cela. Ça ne veut pas dire que le lien intellectuel, parce que l'on est immigré ou enfant d'immigré, on est plus délinquant, mais il y a une réalité sociale. Et puis je rajouterai une chose sur notamment le peuplement, notamment des prisons. Statistiquement, malheureusement, dans notre pays, vous avez plus de chances d'être condamné à des peines beaucoup plus importantes lorsque vous êtes immigré ou enfant d'immigré. Ça, c'est une réalité. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord, mais en tout cas, pour l'explication, en tout cas, c'est une réalité pour 25% a priori de personnes étrangères dans les prisons françaises, ce qui n'est pas la majorité. Hein. Alors on parle de gens qui ont une situation administrative étrangère. Oui. Voilà, on ne parle pas d'enfants qui sont français d'origine étrangère. Non, 25%. Alors, et en fait, il y a d'autres statistiques qui amènent à des taux beaucoup plus... Ah oui, si on prend en compte l'origine. L'origine ou la religion. Ou la religion. Mais là, tu veux dire que quoi? Il y a tous les émigrés, tous les gens qui sont en prison sont des émigrés? Non, pas du tout. Pose la question, Farid. Non, pas du tout, pas du tout. Ouais. Parce que là, ça m'inquiète quand même. Alors Nawel, vas-y, parce que tu peux t'exprimer aussi dans la battle. Je trouve qu'il l'a dit très clairement et je trouve que c'est hyper important en fait. Bien du micro, s'il te plaît. Les gens ils brandissent les chiffres sans expliquer. Et c'est ce qu'on appelle le racisme du coup. Voilà, c'est ça. Il y a d'une part les gens qui brandissent les chiffres sans les expliquer. Le chien n'aime pas. En fait, il y a deux choses. Il y a ça. Et il y a aussi le déni aussi de certains qui disent non mais non, pas du tout, ça n'a aucun lien, etc. La réalité c'est que quand vous avez quitté votre Afrique ou votre Asie natale, vous avez fait des milliers de kilomètres, que vous arrivez, je dis une bêtise, au plein centre de Paris, et il faut manger, etc. Vous avez et plus de chances de voler que quelqu'un qui est dans le 16e et qui... Il faut pas, je justifie pas, je n'ai pas dit que c'était normal. C'est important d'expliquer. Mais que ce soit à Paris ou que ce soit à Casablanca, il y a de la délinquance. Par exemple, à Casablanca, il y a de la délinquance. Comment? Ah bon? Oui. À Casablanca, il y a de la délinquance. En fait. Mais bien sûr. Ouais. Or, à Casablanca, pourquoi je parle de Casablanca, c'est que c'est une métropole, alors pas une métropole, mais c'est une grande ville qui a la particularité d'absorber beaucoup de gens qui viennent de partout du Maroc. Et notamment les gens les plus précaires. C'est une grande ville. Oui, mais la question que je pose aujourd'hui, Sonia, c'est faut-il faire un lien entre immigration et délinquance? Si on en écoute un peu le ministre de l'Intérieur, c'est oui. Si on écoute certains députés de la droite et de l'extrême droite, c'est évidemment oui. Est-ce que c'est vraiment la réalité? Parce que, comme le disait Nawel d'ailleurs, très justement, les chiffres, on fait ce qu'on veut avec. Hein. Oui, mais c'est pour ça que je voulais préciser justement avec Farid qu'on ne peut pas dire que toutes les prisons sont remplies d'immigrés. C'est ça que je voulais aussi préciser. Mais j'ai jamais dit ça. Oui, non, mais voilà, je voulais quand même si ton indicateur c'est immigré, bien sûr que non. Christophe a donné le chiffre. 25%. Je crois que c'est 25%, donc c'est une minorité. Oui. Maintenant, si on dit étrangers et descendants d'étrangers, les chiffres sont plus les mêmes. Oui, forcément. Encore une fois, ça s'explique tout ça. Forcément. Mais c'est une réalité, c'est aussi simple que ça. Mais est-ce qu'on peut faire le lien, oui ou non, entre immigration et délinquance? Pour moi, si on explique les choses, peut-être oui, mais si on n'explique pas, non. Non. Je suis comme ça, à première vue. C'est des raccourcis racistes. Voilà, tout à fait. Oui. Est-ce qu'on peut, par exemple, aujourd'hui, être capable de dire des choses factuelles sans pas se considérer ou taxer de raciste? C'est factuel d'expliquer non, mais s'il y a une réalité... Tu peux pas, Christophe, tu le sais très bien. Oui. Parce que moi, je l'ai expliqué. C'est factuel. Je l'ai expliqué de manière factuelle. T'as vu, j'ai essayé d'être un tout petit peu pédagogue. Et c'est Farid Temsamani qui le dit. Mais objectivement, quelqu'un qui n'est ni pédagogue et qui s'appelle pas Farid Temsamani, qui s'appellerait, je dis une bêtise, Olivier Dupont, il dit la même chose, il se fait taxer de... Et est-ce que tu penses que le ministre, les termes qu'il a employés, qu'il dit, est-ce que ça te paraît comment pour toi? Dans l'extrait qu'on a écouté, oui. Pour moi, il était factuel. Dans l'extrait qu'on a écouté, attention, j'ai pas dit que le ministre est factuel. Oui. Mais après, tu vois, il dit donc pas l'explication. Il faut essayer de faire la part des choses, je trouve. On peut pas dire que l'immigration cause beaucoup de problèmes. C'est pas l'immigration qui a causé des problèmes en France. Il y a un camp de migrants là qui s'est refondé, qui a été démantelé. Ça me convient pas. À plusieurs reprises, porte de la Chapelle, ça recommence. C'est toujours les mêmes images en fait, et toujours ces mêmes personnes, des mineurs isolés d'ailleurs, pour la plupart, qui font la traversée
pour se retrouver aujourd'hui en France, pensant oui, que mais- la France de est la chapelle, l'Eldorado. Christophe, je sais pas si c'est des mineurs isolés. Hein. Bah, il y a beaucoup. Oui, mais pourquoi on leur trouve pas de solution? C'est ça. Il faut leur trouver des solutions. Bah, on démonte les camps, à chaque fois ils se Bah oui. reconstituent. C'est pas le tout de les en jeter fait, comme des mais- moins que rien et de les. Et voilà, il faut C'est faire quand quelque on parle- chose. Tu sais, quand on parle de camp, Ça reste des humains. Hein. ce que j'allais te dire. Ça En reste fait, des il faut humains. juste pas oublier qu'en fait, ça reste Bah, des c'est êtres ça, humains. c'est- C'est que derrière, en fait, il y a des êtres humains. Bien sûr. T'as beau dire, on va le démanteler à tel endroit parce que c'est un vrai problème pour les riverains, clairement. Mais ces gens-là, si tu fais rien Bah pour oui, eux, qu'est-ce que Tu veux qu'ils fassent, ils Alors, sont mais- obligés de se débrouiller pour Bah, manger, bien sûr. On pour devrait pour avoir- donc à un moment donné, vivre. t'es Alors, obligé de les accueillir à un la moment donné quelque question part. qui se pose, faut-il réguler le flux migratoire? Alors, il faut les accueillir avec des bonnes conditions, tout simplement. Comme on a fait Il pour faut les pas Ukrainiens. refuser de les accueillir. Si c'était possible Voilà. de le faire comme ça. Il faut pas refuser de les Très bonne remarque, accueillir. très bonne remarque de Nawel. Oui. Comme on a fait, comme on peut le faire pour les Voilà. Ukrainiens. Oui. Pourquoi on ne Mais peut pas Nawel, le faire les Ukrainiens, t'as vu que c'est resté pour les quand même Afghans, les Syriens, une cause les assez Irakiens? particulière. Mais Ils ont quand même eu des Christophe, passe-droits, faut dire oui, les attends, choses. excuse-moi. Oui, donc ça veut dire Porte que de la c'est Chapelle, c'est c'est pas pas des normal. Syriens, des Irakiens. Ouais, voilà. Non, c'est des Afghans. C'est soit des Afghans, soit des Érythréens, Oui. soit voilà, Mais soit peu des importe. Soudanais. Mais pourquoi ils Mais n'ont c'est pas, pas- ils n'ont pas le même droit que des Ukrainiens? Parce qu'ils sont moins nombreux. Et je te pourquoi ils n'auraient rappelle pas qu'en le Ukraine, il y a une guerre. Bah, non, mais c'est des pays. En c'est Afghanistan, pour il y a un arrêter, il y peu, avait des guerres non, mais aussi, l'Afghanistan, non, dans mais- d'autres pays. Non, mais- Bien sûr, et les gens, s'ils Non, fuient leur faut pays, faire la c'est part. de Non, toute non, mais façon je parce suis qu'ils sont en désolée. crise. Oui. Ils sont. Ils sont mal chez eux, quoi qu'il arrive. Ah, mal parce chez qu'ils eux, pour oui, la bien guerre. sûr. Oui, Personne bien ne sûr. quitte son pays ou sa maison, sa famille Par par choix, plaisir. par plaisir, Non, bien c'est sûr. jamais. C'est parce qu'ils ont pas Ça le choix. n'existe pas. Ça n'existe C'est pas. il n'y a pas de Survivre, hein. hiérarchie entre les humains, normalement. Oui, Mais normalement. Quelqu'un qui est Ouais, mal, ça c'est un peu utopique, ça. Mais je trouve que c'est hypocrite Moi, c'est mon point de vue, mais- l'hypocrisie de la France d'accepter de l'Ukraine et de dire qu'ils sont en guerre alors que d'autres pays l'été avant Sonia, t'as dit et un qu'on truc- n'aura pas t'as dit donné un les truc- bonnes conditions pour vivre en France. Tu as dit un truc très juste, c'est la politique d'accueil. Oui. En France, la politique d'accueil n'existe quasiment plus. D'accord. Pourquoi elle l'a été pour l'Ukraine et pourquoi elle l'est pas pour les autres? Non mais Tu moi comprends je pense qu'elle n'existe pas. Mais en C'est fait, ça qui est pas mais parce que c'est- compréhensible. mais parce que c'est triste à dire, mais je suis d'accord. J'aime Bah pas oui. l'histoire de la hiérarchie, mais tu peux pas comparer l'Ukraine. Bah non, et, ils n'ont pas les et mêmes le reste. voitures. Ils Mais c'est ne la conduisent même pas les mêmes chose. voitures que nous. hein. Mais oui, non mais c'est Non, pour mais moi. ça reste des êtres non, humains, mais- je suis désolée. Il y a des gens qui sont là Non, comme. mais dans Je si- vais non, pas mais rentrer dans Sonia, les détails parce qu'on si est tu dans une raisonnes radio, comme ça, mais non, il y a mais- la Palestine, il y a d'autres pays qui ont mais été si tu laissés en raisonnes guerre, on non, n'a mais rien fait pour eux. si tu raisonnes Ils sont comme là, ça, je suis si tu désolée, raisonnes faut comme être ça, humain, faut en fait, être il se juste. passe Moi, quoi je si raisonne tu comme raisonnes Ouais, comme ça? franchement, et je me cache pas, je le dis ouvertement, et voilà, je suis pas Toi, la tu seule à es le une penser. islamo-gauchiste, ma chère Sonia. Attention. hein. Non, pas du tout. C'est que Dès maintenant, je dès qu'on a un point trouve de vue un peu que humain, j'ai on est- rien contre les Ukrainiens. Hein, c'est pas du tout le souci. C'est que je me dis pourquoi Non, mais- on défend une cause et pas une Bah, autre et au un autre contraire, pays en fait, et voilà. Je me dis, si on peut les Voilà. accueillir dans de bonnes conditions, c'est trop bien, c'est inspirant. Ça veut Voilà. dire qu'on pourrait faire la même chose Pour d'autres pour les pays. humains. Et Ouais. pourquoi on l'a pas fait Moi, je suis. avant Farid. Non, mais moi, tu imagines bien que je suis. Enfin, l'aspect purement utopique, en fait, ça ne fait pas un pays ou une politique. Je vais donner un exemple très. On parlait tout à l'heure de médecine. Oui. Bon, il y a un certain nombre de pays, du Sud notamment, qui forment de très bons médecins. Oui. Mhm. Bon, parce que nous avons une difficulté, nous, avec nos numerus clausus, on n'a pas assez de médecins, et que nos salaires sont beaucoup plus importants, on fait quoi, en fait? On va prendre ces médecins-là. Qu'est-ce qui en souffre? Mais leur pays. Ouais. Ben ouais. Bah oui. Ben ouais. Or, si on t'écoute, bah en fait, on doit les accueillir, tout simplement. Parce qu'ils ont Non, besoin c'est de pas venir. ça qu'elle dit. Non, mais- non, on mais doit si. les Alors, accueillir qu'est-ce dans qu'elle des bonnes dit? Qu'est-ce qu'elle conditions. dit? Je te dis juste que pour d'autres pays, d'autres personnes qui sont là, qu'on voit partout, d'ailleurs, Porte de la Chapelle ou ailleurs, d'autres, on devrait les accueillir comme on a fait pour les Ukrainiens. Il y a des familles qui sont à la rue. Moi, je vois des enfants, des femmes avec des enfants qui dorment dehors et tout ça. Et c'est des gens qui viennent de pays Non, mais après, je pense étrangers, que ce serait des- à part l'Ukraine, et qui ont besoin aussi d'avoir les mêmes droits que ces Ukrainiens. Oui. Ah ouais. Quand je tu pense vois que qu'on leur c'est- offre des appartements, qu'on leur trouve du travail, qu'on leur trouve des places de crèche, qu'on leur donne en plus des moyens de vivre, et que d'autres pays sont là à attendre, à galérer, c'est pas normal, je suis désolée. Après, Noël. je pense que c'est un autre sujet, le fait que je pense Oui. que tu serais d'accord avec lui sur le fait que tant mieux s'ils peuvent avoir un confort dans leur bien pays, sûr. être médecin La dans vraie leur pays question, elle et est là. ne pas fuir leur pays. La vraie question est là. Mais ça, c'est que le monde, il est inégal, mais ça, c'est Exactement. Voilà, ça, c'est pas une autre notre pays. question. Exact. Et Mais- voilà. sauf- Après- non, c'est pas une autre question, c'est ça la véritable Ouais. question. Là, on est en plein dedans. Ceux qui sont. Regarde, Alors, tu ne parlais pas de l'Ukraine. piller les pays pour les laisser aussi dans des bonnes conditions. Tout à fait. Oui, Parce que, tout à fait. voilà. Bien sûr. Moi Mais aussi, tu je suis parles. pour que chaque pays ait son autonomie, soit tranquille, il n'a Non, même mais- pas envie de quitter son pays, tant mieux. On est, je crois qu'ici, on est quasiment
avant tous enfants d'immigrés. Oui. Enfants d'immigrés, quelle que soit la génération, ou immigrés. Ou quasiment tous. Ah ouais. Ouais. Non, mais quasiment tous, ouais. Moi, mon défunt père
son plus grand malheur, c'est d'avoir quitté son pays. Parce qu'il Comme beaucoup de parents. Hein. Comme très souvent des parents, pour une raison très simple, c'est que être déraciné, être arraché à sa famille, à son pays, etc., c'est jamais quelque chose que l'on fait par plaisir. D'accord ? Et l'immigration de mon père, l'immigration du nord du Maroc précisément, elle est absolument pas la même que du reste du Maroc, qui était essentiellement économique. Nous, on a une immigration particulière, on va dire. Un jour, on en reparlera. Mais aujourd'hui, on est en France. Donc, nous, on est descendants d'immigrés. Donc, nous, nos parents ont bénéficié de l'accueil, etc., etc. C'est un débat qui est très, très, très vieux. La difficulté, c'est que tu parlais de la politique d'accueil. Oui. Moi, je vais te dire, il y a au-delà même de la politique d'accueil des primo-arrivants, il y a la politique de ce qu'on appelle malheureusement l'intégration, qui est un véritable sujet, qui est une conséquence de tout ça. Et quand on est un pays qui ne l'a même pas fait correctement pour nous, je ne vais pas revenir ici sur la psychiatrie de ce domaine-là, où en fait tout le monde est complètement déraciné parce qu'ils ne savent pas s'ils sont français, s'ils sont marocains, ceci, cela. Alors comment... C'est-à-dire que tu es obligé d'aborder tous ces sujets-là et pas de dire de manière utopique. C'est intéressant ce que tu dis. Pas de manière utopique. Mais moi j'ai envie de te dire, moi je voudrais que l'ensemble des gens sur la planète, les 7 milliards d'habitants, vivent correctement. Voilà. La réalité, c'est que ça n'est pas le cas. Mais nos parents sont arrivés en France. Ils avaient des conditions pour arriver. La fin de la partie de la battle. Ils avaient du travail. Ils sont autour de cette question à laquelle vous pouvez toujours répondre sur Twitter. Le grand forum FM2. S'il n'y a pas de travail, il ne faut pas qu'ils viennent, c'est ça ? Faut-il faire un lien entre immigration et délinquance ? Oh ! Calmez-vous là. Dans un instant, on va changer de registre. Et si nous repartions un peu dans notre enfance avec Mam et Tom Sawyer. Jusqu'à présent, sagement, il a attendu son tour pour nous parler de quelque chose qui nous rappelle évidemment des souvenirs à tous et toutes. On a à peu près le même âge ou presque. Tom Sawyer, c'est parti. La belle histoire des génériques. Tom Sawyer, 1980. Beaucoup d'entre nous, je parle de la génération des années 70-80, ont eu à l'écoute de ce générique beaucoup de nostalgie, d'une insouciance naissante. Les aventures de Tom Sawyer nous ont marqués fortement et adaptés du célèbre roman de Mark Twain, nous content les aventures de deux jeunes garçons intrépides vivant au milieu du 19e siècle dans une bourgade du Middle West des États-Unis. Le jeune Tom Sawyer, enfant issu de la classe moyenne, et son meilleur ami, Uncle Barry Finn, est quant à lui un orphelin vagabond. Les comparses vivent tous deux dans la ville fictive de Saint-Pétersbourg, dans le Missouri, à 80 km de Saint-Louis, sur les fameuses rives du Mississippi, où ils seront confrontés à de nombreuses aventures, dont la rencontre avec le terrifiant Joe l'Indien. L'adaptation du roman en dessin animé nous vient du Japon, produit par Nippon Animation et dont le titre original translittéral est Tom Sawyer no Boken. Les aventures de Tom Sawyer. À tes souhaits. Merci. Dotée d'une seule saison de 49 épisodes de 26 minutes, elle fut diffusée entre le 6 janvier et le 28 décembre 1980 sur Fuji TV, sur une création de Hiroshi Saito. En France, la série est importée par la société de Bruno René Huchet, IDDH, et sera diffusée à partir, et c'est presque un anniversaire, dans un mois, le 13 décembre 1982 sur Antenne 2, dans l'émission Récréa 2, puis bien plus tard sur France 3 dans l'émission Les Minicums, en 2002 sur France 5 dans Midi les Zouzous, en 2020 sur la chaîne Manga et à partir du 9 avril 2022 sur France 4. Les paroles du générique français, tout comme la musique de début et de fin, furent signées par deux membres des Compagnons de la chanson, Jean-Pierre Calvé et Michel Cassé, sans doute le père de... Voilà, tu sais, l'ami là, comment il s'appelle là Castex. Non. Je t'ai cassé. Comment il s'appelle là Brice de Nice, voilà, c'est ça. Oui, d'accord. Voilà, j'ai raté ma vanne. L'interprète de la chanson est Elfie Astier, co-animatrice qui le fut un temps avec Dorothée dans Récréa 2 sur la seconde chaîne. Je vous propose d'écouter dès à présent, d'entendre ou de réentendre le générique des aventures de Tom Sawyer, 1982, Antenne 2. Oh Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Oh là là. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom
Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Il est toujours prêt pour tenter l'aventure avec ses bons copains. Il n'a peur de rien, C'est un Américain. il aime l'école, surtout quand elle est Allez, loin. juste par plaisir. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Farid, a regardé ou pas? À fond. Ah ouais? Ah ouais, c'est clair. Moi, c'est mon enfance, Tom Sawyer. C'est Ah ouais. c'est particulier. Alors après, en grandissant, tu vois, tu te rends compte qu'en fait, on a été bercé par toute une industrie musicale américaine, japonaise, sur le rêve américain, parce que Tom Sawyer, c'est finalement ça. Hein. Ouais. Ça parle d'abord à la jeunesse américaine, mais au final, ça a été tellement bien exporté, en tout cas en France, que ça nous parle aussi maintenant. 47, le quiz, c'est maintenant. Le quiz. Les petites questions, rapido sur l'actualité. Quel maire a renoncé à sa promesse de campagne de ne pas augmenter les impôts en annonçant Anne une hausse de Hidalgo. 50% de la taxe foncière? Anne Hidalgo. Bon courage les propriétaires à Paris. Ouais, alors oui et non, parce qu'on a quand même les taux les plus faibles de France. Oui, bah 50% d'augmentation, vous allez voir. Oui, mais c'est... Et là, c'est un Parisien qui parle. Hein. Quel ex-président américain a promis une grande annonce d'envergure Trump. la semaine prochaine? Donald Trump. Probablement pour annoncer sa candidature. Candidature déjà, ouais. Pourquoi l'humoriste américaine a été bannie de Twitter? Je veux parler de Kathy Griffin. Pourquoi elle a été bannie à vie de Twitter? Elle a blagué sur... Parce qu'elle n'est pas assez connue. Sur le patron, non? Non, elle a parodié le patron, le nouveau propriétaire de Twitter, ça lui a pas plu du tout, il a pas d'humour. Quel député européen écologiste a Yannick Jadot. défendu les actions choc des nouveaux groupes écologistes, reconnaissant leur non-violence et leur désespoir face à l'inaction climatique? Yannick Jadot est une bonne réponse. Ouais. Alors qu'il s'est fait... Alors qu'il s'est fait taguer sa voiture. Il s'est fait Par les mêmes écolos. Il s'est fait démonter par les... Enfin, Mais c'était sa voiture ou on lui Oui, avait oui, prêté absolument. Oui, C'est oui, c'est sa voiture. Quelle actrice française appelle toutes les femmes Isabelle à enlever Adjani. le voile par solidarité avec toutes les femmes qui manifestent en Iran et qui se font massacrer pour ce geste, dit-elle? Isabelle Adjani, bonne réponse. Alors, je suis d'accord avec ce qu'elle a dit, mais à ce moment-là, elle aurait dû déjà commencer, quand elle a été invitée sur le plateau de C'est à vous, à retirer son masque. Parce que j'ai l'impression qu'elle dissimule beaucoup de choses, Isabelle Adjani, notamment sa vieillesse. Ça, c'est Oh fait. non, C'est pas elle- moi qui l'ai dit, j'en ai rien à foutre. Allez, dans un instant, la belle histoire du jour résumée de cette émission avec Mam, qui reste toujours au cœur de l'action. À tout de suite. Ne bougez pas. Merci d'être avec nous en direct dans le LGF, le grand forum, votre rendez-vous quotidien. On est là tous les jours, nous, hein, du lundi au vendredi, sachez-le. 16h, 18h, quoi? Mercredi. Oui, bah, cette semaine. Voilà. Non, mais il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité aux Français. C'est pas de ma faute, c'est la faute à Jean. Voilà. Non, c'est de la faute à Sandrine Rousseau. Ah, bah oui, ça faisait longtemps, C'est tiens. pas de la faute à Voltaire. Pourtant, je suis passé devant la station. Alors, mon cher Mam, c'est à toi de conclure cette émission comme il se doit avec cette chronique qui s'appelle Marche ou Grève. J'ai pas encore terminé, mais bon, c'est pas grave, j'ai arrivé à 15 minutes de retard. Merci Christophe, la belle histoire du jour. Marche ou grève? Mademoiselle, madame, monsieur, me voilà après 15 minutes de retard pour vous servir, chers auditeurs, chères auditrices, avec en présence Sonia Mebrek, la Tunisienne Nadège, le franco-algérois Christophe et le retardataire XXL Farid Temsamani. On n'est pas menté pour rien. Après avoir évoqué la chute du mur de Berlin en attendant la chute du mur périphérique d'Anne Hidalgo, la mort du général de Gaulle, un drame national qui marque la France qui, hélas, n'a plus la Gaule, et Paris en noir et blanc, Paris a le blues, comme dirait la chanson, Paris a le blues. Comme Joël Ursule, White and Black Blues, un titre qui colle à la boucle temporelle que nous vivons. Les midterms, élection intermédiaire américaine, m'a invité à une nuit américaine où le gros lard Trump s'est invité tout seul à mon salon, de même que Sleepy Joe, le président des EHPAD unis d'Amérique. Si les républicains gagnent la chambre froide des représentants, Joe s'assure un train de vie de sénateur, mange son pain dur et laisse des miettes de pain de mie à sa vice-présidente, j'ai nommé Kamala Harris. Lol.
Sans transition, santé avec la pénurie de médecins généralistes et spécialistes qui atteint son paroxysme au point où un pédiatre, avant de prendre un patient, fait subir une forme de recrutement. Un entretien d'embauche, s'il vous plaît. Dixit Farid Temsamani. Eh ben, dis donc. Pédiatre Académie. Le gars, et si t'es pas un bon client, on ne te garde pas. Lol. 15 millions de Français n'ont pas accès à un médecin généraliste, selon UFC Que Choisir, magazine qui va au fight avec les médecins, les journalistes de cet organe de presse, entre la Ligue de boxe et l'UFC MMA. Que choisir? Entre un médecin traitant et un médecin charlatan. Que choisir? Entre Farid Temsamani et Pierre-Henry. Que choisir? Entre le professeur Giloufi et Alexis Dorian. Que choisir? Rien choisir. Prenez la poudre, faites des Dora et un Doliprane 6 fois par an. Les déserts médicaux auront du mal à se résorber tant l'oasis d'un hôpital où tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Par contre, Sonia nous a livré une anecdote qui serait déclinée en feuilleton. Poum, 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 poum. Les gynécologues parlent aux gynécologues. MDR. Laisse tomber. Son nulle transition. Ça, c'est la musique de suspense de Medjari. Ouais, c'est ça. Il est où Medjari? Alors, téléphonez au 01 40 33 9000 pour gagner un iPhone 14 que je ne vous offrirai jamais. Que je ne vous offrirai jamais, mon cher man. Ah non, mais c'est pas possible, ça. Sans nulle transition musique, nous recevions l'étoile Sirius, Nawel Ben Krayem, artiste, auteur, compositrice, interprète, productrice, agricultrice, cultivatrice, salvatrice d'une musique qui lui est propre, une Tunisia première qualité, qui a son univers à explorer admirable, un diamant brut qui a tapé dans l'œil d'un barman, Pascal au bistrot, qui a réalisé son premier EP. Nawel est une artiste complète. Elle participe aux premières parties de Zebda, là où moi je fais la première partie de Zobbelamouche. Non, je valide pas non plus. Voilà, vous validez pas, mais je valide pour la chronique, c'est de l'humour, bien évidemment. C'est de l'humour, bien évidemment. Voilà, je m'auto-valide, même si je sais même pas ce que je dis en plus. Donc, à mon avis, j'ai dû dire une petite bêtise. Oui, j'ai dû dire une petite bêtise. La première partie de Slimane. La première partie de Slimane, non pas de Slimane de Rabbi Jacob, Slimane le chanteur, bien sûr. Il y a quand même du niveau. Les pseudo-stars de The Voice. Vous pouvez aller vous rhabiller. Voilà. Et bien justement, ça tombe très bien. Je vous dirai pas ch'teh, mais ch'teh Donald Trump, ch'teh Jean-Marie, ch'teh Grégoire de Fournas, exclu de l'Assemblée des députés Ramassi national. Nawel Ben Krayem, c'est la Zazie du Maghreb, la Souad Massi de Tunis. J'étais bercé à fond. Et là, Christophe nous ramène à la réalité avec une battle sans intérêt. Mention spéciale à Nawel qui respecte les injonctions du gouvernement avec son haut Adidas col roulé. Comme à la Bruno Le Maire. Lol. C'est la chienlit, comme dirait Feu de Gaulle. Gérald Moussa Darmanin évoque la montée en puissance de la délinquance étrangère. Le lien dangereux entre délinquance et immigration est facile mais réel. Cela dépend avec quelle loupe on regarde le phénomène. Mais les délinquants en col roulé blanc, comme le probable conflit d'intérêt du panier Rune, Péché d'Agnès, à savoir Agnès Pannier-Runacher, la délinquance du délit racial avec Grégoire de Fournas, le fantomas de l'Assemblée, toutes les délinquances ne sont pas bonnes à exprimer. Territoire où la misère humaine se développe, il est toujours très dur de constater que des migrants ayant pris la porte de l'échappée belle et au bout du cauchemar migratoire se retrouvent porte de la chapelle. Et nous regardons ailleurs. Si rien n'est fait, ce lieu deviendra porte de la chapelle ardente. Un débat éternel qui mérite sérieux, loin de toute passion quelconque. Pour réconcilier la France, eh bien, je vous ai conté l'histoire de Tom Sawyer et le quiz de Christophe Roux et ma chronique sortant du fournasse de Grégoire. Sans être facho, nullement, bien évidemment, puisque je suis noir de couleur. Mais je vous souhaite une excellente soirée, un très bon week-end, puisque quelque part, c'est Jean Castex qui nous a mis en grève complètement, même si le Grand Forum, vous le ferez en mode best-of, en télétravail. C'est tout pour le moment. Merci beaucoup, Mam. Excellent. Alors, on valide ou pas? Ah oui. Oui. Moi, j'applaudis. Bon, voilà. Merci beaucoup, Mam. Merci beaucoup. Ouais, Merci, c'est gentil. Ouais, franchement, il pourrait t'écrire un titre, Nawel. Hein. Franchement, ouais. Hein? Ouais, mais plus ça, il pourrait écrire du stand-up. Plutôt. Ouais, des stand-up, ouais. Pourquoi pas? Il faut être debout alors. Ouais, c'est ça. Faut être debout face au public, hein, et assumer tes conneries parfois.
Hein, voilà. Bah, Non, écoutez... il faudra m'expliquer. Quoi la Non, mouche, la mouche. on t'expliquera en antenne. Voilà, t'inquiète. merci beaucoup. Voilà. J'ai dit une vraie bêtise. Non, alors. mais c'est pas, ça coule, tu vois, ça passe crème, tu vois, mais bon, voilà. Sauf que voilà, il y a eu Nawel et Sonia qui te l'ont fait remarquer, c'est tout. Mais, Samir Abdeslam, si tu m'écoutes, je pense que je vais venir me confesser. Oui, c'est ça. Et bien voilà, c'est ainsi que cette belle émission se termine. Farid.